Les élèves de tronc commun scientifique, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter le chapitre concernant le courant électrique continu. Donc, on va voir le phénomène d'électrisation par frottement, puis on va voir les caractéristiques du courant électrique continu, le sens conventionnel du courant, l'intensité du courant, l'appareil de mesure de courant et les lois concernant l'intensité du courant électrique. Donc, premièrement, on va parler de l'électrisation par frottement, type d'électricité. Donc, l'électrisation par frottement. On peut, lorsqu'on frotte une substance, un stylo ou une règle, et on l'approche à des petits morceaux de papier, on observe que ce stylo attire les morceaux de papier. Donc, on fait frotter cette expérience en classe. On fait frotter 2 bâtons de verre avec un morceau de soie, un chiffon, et on rapproche l'une de l'autre. Et on répète la même expérience en remplaçant le verre par l'ébonite. Donc, les observations qu'on visualise, donc lorsqu'on approche les 2 bâtons de verre frottés l'une à l'autre, on observe qu'il y a répulsion. De même, si on approche 2 bâtons d'ébonite, de plastique, 2 bâtons de plastique, lorsqu'on les frotte par un chiffon et on les approche l'une à l'autre, on observe qu'il y a répulsion. Si on approche un bâton d'ébonite électrisé et un bâton de verre, donc un bâton de verre et un bâton d'ébonite. L'ébonite, c'est un type de plastique. Donc, on observe qu'il y a attraction entre les 2 bâtons. Donc, le verre et l'ébonite se rapprochent. Le verre avec le verre se repousse. De même pour l'ébonite avec l'ébonite. Donc, le frottement a modifié les propriétés de la surface de la matière et elle est devenue électrisée ou chargée d'électricité. Donc, lorsqu'on frotte une substance, cette substance est devenue électrisée ou chargée d'électricité. Donc, d'après l'expérience, on observe qu'il y a 2 types ou 2 sortes d'électricité. L'électricité qui apparaît sur le verre et celle qui apparaît sur le bâton d'ébonite. Donc, puisqu'on a rapproché le verre à l'ébonite et on observe qu'il y a attraction, donc les 2 types d'électricité sont différents. Donc, les 2 types d'électricité, comme conclusion, par convention, l'électricité qui apparaît sur le bâton de verre est notée positivement et celle qui apparaît sur le bâton d'ébonite est notée négativement. Donc, le verre a acquérir une électricité positive et l'ébonite a électrisé ou chargé négativement. Donc, on va voir comment une substance peut être chargée négativement ou chargée positivement. Donc, 2 corps qui portent des charges électriques de même signe se repoussent. Donc, il y a 2 corps, 1 plus كيوقع بيناتهم répulsion. ولا واحد شارجي بلس واحد شارجي موان واحد شارجي موان قربنا حتى هما تيكون عندهم بيناتهم répulsion. 2 corps qui portent des charges électriques de signe contraire s'attirent l'un vers l'autre. إلا قربنا un corps positif مع un corps chargé négativement كيوقع بيناتهم attraction. L'explication du phénomène d'électrisation par frottement. Donc, كيفاش نشرحوا هاد l'électrisation par frottement. Donc, un atome, comme vous savez, un atome est constitué d'un noyau chargé positivement et d'électrons chargés négativement. Un nuage électronique chargé négativement. Donc, lors de frottement de 2 corps, un corps arrache des électrons à l'autre. Donc, ملي تنديرو 2 corps مع بيناتهم تنحكو واحد على واحد، يعني واحد تياخد الاخر les électrons. Donc, ce qui gagne les électrons devient chargé négativement.
donc elle porte une électricité négative. Et l'autre qui perd des électrons se charge positivement et porte une électricité négative. Donc, lorsqu'on frotte deux corps, un prend les électrons et l'autre perd les électrons. Ce qui prend les électrons devient chargé négativement. Ce qui perd les électrons devient chargé positivement. Donc, on a deux matières, première substance et deuxième substance, avant frottement. La matière contient des charges positives et des charges négatives distribuées. La deuxième matière aussi, des charges positives et des charges négatives. Donc, après frottement, l'un de ces deux corps prend les électrons de l'autre corps. Donc, le corps qui prend des électrons devient chargé négativement et le corps qui perd des électrons devient chargé positivement. Passons maintenant à la nature du courant électrique. Dans cette expérience, on prend un circuit électrique contenant un générateur, le pôle positif et le pôle négatif, un fil conducteur, un métal, silk. Donc on observe que les électrons libres dans le fil conducteur en mouvement aléatoire, et un électrolyseur, un récipient contenant une solution ionique, une solution contenant des ions. Donc l'électrolyseur a deux électrodes où il y a une solution ionique. La solution ionique le chlorure de sodium, fait les ions Cl-, les ions Na+, et l'eau, solution à cause de NaCl. Donc, on observe que les mouvements des ions et les électrons est aléatoire avant la fermeture de l'interrupteur du courant. Donc, lorsqu'on ferme l'interrupteur de courant, qu'est-ce que vous observez? On observe que les électrons se déplacent dans une direction et un sens bien défini. Donc les électrons se déplacent vers la borne positive du générateur. Les électrons se déplacent vers le pôle positif du générateur. Dans la solution, les ions Cl-, les anions, se déplacent vers l'électrode liée aux bornes positives. Cl-, les ions négatifs, se déplacent vers la borne négative. Et les ions Na+, se déplacent vers l'électrode liée aux bornes négatives. Donc les électrons dans les métaux se déplacent vers la borne positive. Les ions chargés négativement se déplacent vers l'électrode liée aux bornes positives. Les ions chargés positivement se déplacent vers l'électrode liée aux bornes négatives. Donc on observe seulement les ions. On observe que Cl- se dirige vers l'électrode liée aux bornes positives et Na+ se dirige vers la borne, l'électrode liée aux bornes négatives. Donc en conclusion, la solution ionique contenant des ions positifs, les des cations, et des ions négatifs, les anions, cette solution s'appelle solution électrolytique. Donc solution électrolytique, c'est une solution ionique. Donc les ions positifs se déplacent vers l'électrode liée à la borne négative. Donc les ions positifs se déplacent vers l'électrode liée à la borne négative du générateur. Donc ce borne s'appelle la cathode. Donc les cations se déplacent vers la cathode. Les cations se déplacent vers la cathode. CC. Donc les ions négatifs se déplacent vers l'électrode liée à la borne positive du générateur. Donc les ions négatifs se déplacent
vers l'électrode liée à la borne positive du générateur. Cette électrode s'appelle l'anode. Les électrons se déplacent du pôle négatif vers le pôle positif du générateur. Donc voilà les observations qu'on a observées lors de cette expérience. Donc la nature du courant. Donc le courant électrique, c'est le déplacement des porteurs de charge électriques. C'est le déplacement des porteurs de charge électriques ou la circulation des porteurs de charge électriques. Les porteurs de charge électrique, ce sont les électrons libres dans les métaux, dans les fils électriques, les électrons libres dans les métaux et les ions dans les solutions ioniques. Donc les porteurs de charge, les électrons les métaux ou les ions dans les solutions ioniques. Le courant circule dans un circuit électrique fermé de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Donc, dans le sens conventionnel de courant. Le courant circule dans un circuit électrique fermé de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Il y a la pile. Par exemple, maintenant, dans ce schéma, donc le sens du courant du pôle positif vers le pôle négatif. Donc le sens courant ou vers le pôle négatif, donc du pôle positif vers le pôle négatif. Donc là, dans la solution électrolytique, les ions chargés plus se déplacent vers l'électrode liée au pôle négatif. Donc cette électrode s'appelle la cathode. Donc les cations se déplacent vers la cathode. Les cations chargés positivement se déplacent vers la cathode qui est liée aux bornes négatives. Donc pour bien retenir, les cations se déplacent vers la cathode. C'est cations vers la cathode. L'autre électrode s'appelle l'anode. Donc les anions se déplacent vers l'anode. Les anions se déplacent vers l'anode. Donc, les anions chargés négativement se déplacent vers l'électrode liée au pôle positif. Passons maintenant aux mesures du courant électrique. Donc, avant de mesurer le courant électrique, on va parler de la quantité d'électricité. La quantité d'électricité Q, grandeur positive, et la valeur absolue de charge électrique déplacée par les porteurs mobiles des charges. Donc, il y a la valeur absolue des charges déplacées par les porteurs de charge, les électrons et les ions. Il est défini par la relation suivante. Donc, Q, c'est la valeur absolue de la charge déplacée égale N fois alpha fois E. Avec N, avant de parler de N, l'unité de la quantité d'électricité, c'est la même unité de la charge, c'est le coulomb C. Donc N, c'est le nombre de porteurs de charge, le nombre des électrons déplacés ou le nombre des ions déplacés. Alpha, c'est le nombre de charges élémentaires portées par chaque porteur de charge. Le nombre de charges élémentaires portées par chaque porteur de charge. Par exemple, un électron, il a une seule charge élémentaire, donc alpha égale 1. L'ion aluminium Al3+, elle porte 3 charges élémentaires. Donc alpha égale 3. Donc pour l'aluminium, alpha égale 3. L'ion sulfate SO4-, elle porte 2 charges élémentaires. Donc alpha égale 2. E, c'est la charge élémentaire. Donc E égale 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. L'intensité du courant électrique. L'intensité du courant électrique est le quotient de la quantité d'électricité qui traverse une section de conducteur par la durée de passage. Donc I égale Q sur delta T. Avec I, l'unité de l'intensité du courant, c'est l'ampère. L'unité de la quantité d'électricité, c'est le coulomb. Et delta T, l'unité de delta T, c'est le second. Mesure de courant électrique. Donc, par quoi on mesure le courant électrique? Donc, le courant électrique est mesuré à l'aide d'un ampère-mètre.
ampèremètre à aiguille ou ampèremètre numérique ou multimètre. L'ampèremètre de symbole A est branché en série pour mesurer l'intensité du courant qui circule dans une branche. On branche l'ampèremètre en série avec les dipôles en respectant la polarité de l'ampèremètre. Pour l'ampèremètre à aiguille, il faut brancher le pôle négatif de l'ampèremètre avec le pôle négatif du générateur. Par exemple, dans ce circuit, je veux mesurer l'intensité de courant dans ce circuit. Donc, je branche l'ampèremètre en série avec les dipôles en respectant la polarité. Donc, le plus de l'ampèremètre avec le plus du générateur et le moins de l'ampèremètre avec le moins du générateur. L'appareil de mesure ou l'ampèremètre à aiguille. L'ampèremètre analogique ou l'ampèremètre à aiguille. L'ampèremètre à aiguille, comme vous voyez ici, il y a le quadrant ou le cadran comporte des divisions de 0 jusqu'à 30 ou de 0 jusqu'à 100. Le bouton de choisir le type du courant continu ou courant alternatif ou courant variable. Les calibres, donc les calibres 30, 10, 5, 3, 0, 5, 0, 0, 1 ou 300, 130, 10, 3, etc. Et il y a aussi cette valeur ici, 1,5, 2. Cette valeur s'appelle la classe. On va la définir dans les formules qui suivent, les prochaines formules. Donc cette valeur indiquée ici, il y a 1,5 ou il y a 2. Donc ces valeurs s'appellent la classe, ou les classes. Donc l'une 1,5 c'est la valeur utilisée, la classe lorsqu'on utilise le courant continu, et 2 c'est la classe lorsqu'on veut déterminer une intensité de courant alternative. Donc comment utiliser ce ampèremètre ou cet ampèremètre? Donc l'intensité de courant mesurée par l'ampèremètre est donnée par l'expression suivante: E égale C fois N sur N0, avec C c'est le calibre utilisé. Le calibre c'est la valeur maximale qu'on peut mesurer. Donc si je prends le calibre 10 ampères, donc la valeur maximale que je peux mesurer dans ce cas c'est 10 ou 10 ampères. N c'est le nombre de divisions correspond à l'intensité mesurée, ou là le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. N c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. N0 c'est le nombre de divisions de cadran ou quadrant, le nombre de divisions totales. L'intensité absolue, donc l'incertitude absolue d'un ampèremètre est déterminée par la relation suivante: delta E égale C fois X sur 100. Avec C, le calibre utilisé, et X, la classe, la valeur donnée par le constructeur qui a construit l'appareil. Donc delta E égale C fois X sur 100. Delta E c'est l'incertitude. Donc dans cette expression, le calibre convenable doit être supérieur à la valeur mesurée, mais plus proche à la valeur mesurée. Donc le plus petit possible, le plus petit calibre possible. Donc le calibre C doit être plus proche à la valeur mesurée pour minimiser l'incertitude. Donc on peut présenter l'intensité du courant mesuré par l'écriture suivante, soit E égale E mesuré plus ou moins delta E, ou E mesuré, ou E comprise entre E mesuré moins delta E, ou E mesuré plus delta E. Passons maintenant à l'incertitude relative. Donc on définit l'incertitude relative ou la précision de mesure par la relation suivante, soit delta E sur E
soit delta E sur E fois 100. Donc pour rendre cette valeur comme pourcentage, on multiplie delta E sur E fois 100. Donc cette valeur nous donne l'incertitude, que représente l'incertitude de la valeur mesurée. Donc 50%, 30%, 3%, etc. Exemple, un exercice d'application. Pour mesurer l'intensité I d'un courant dans un circuit, on utilise un ampèremètre analogique réglé sur le calibre 50 mA, sachant que l'appareil comprend 100 divisions et que l'aiguille se stabilise devant la division 44. Calculer l'intensité du courant en milliampères, puis calculer l'incertitude absolue, puis déduire l'incertitude relative. La correction de cet exercice, premièrement, calcul de l'intensité de courant. Donc on applique la formule I égale C fois N sur N0. Donc I égale 50 fois 44 sur 100. Donc la valeur est mesurée égale 22 milliampères. La question 2, calcul de l'incertitude absolue. Donc delta E égale C fois la classe sur 100. Donc delta E égale 100 fois 1,5 sur 100. La classe 1,5. Donc delta E égale 0,75 milliampères. La question, donc la présentation de I, donc la valeur réelle de I est comprise entre deux valeurs. I moins delta E, donc 21,25 milliampères, et I plus delta E, il y a 22,75 milliampères. La question 3, l'incertitude relative. L'incertitude relative, delta E sur I, égale 0,75 sur 22, égale 0,034. Donc pour rendre cette valeur en pourcentage, on multiplie cette valeur par 100, on obtient 3,4%. Les propriétés du courant électrique. Cas d'un circuit en série. Donc dans un circuit en série, on a un ampèremètre A1, A2. Les deux ampèremètres indiquent la même valeur d'intensité du courant. Donc le nombre des électrons déplacés donc l'intensité du courant donc l'intensité de courant est la même en tout point d'un circuit en série. Donc un circuit en série, l'intensité dans ce point c'est la même dans ce point, c'est la même dans ce point. Donc pour mesurer l'intensité de courant dans un circuit en série, on branche l'ampèremètre en n'importe quel point du circuit. Le cas d'un circuit en dérivation. Des définitions. Donc on appelle un nœud un point particulier du circuit électrique où se rencontrent plusieurs fils conducteurs. Au moins 3 fils. Par exemple, ici, ce point A, c'est le point de rencontre de 3 fils conducteurs. Donc c'est un nœud. Même chose pour le point. Un point de rencontre de 4 fils conducteurs. C'est un nœud. Même chose pour C, c'est un nœud. Même chose pour D. Donc c'est un nœud. Donc dans ce circuit, j'ai 4 nœuds. Les points, les titres, la fait que 3 fils. Il donne A, B, C, D. Remarque, 2 nœuds qui se trouvent un fil conducteur représentent le même nœud. Donc par exemple ici, ce point et ce point représentent le même nœud. ليش؟ لأن بيناتهم غير un fil conducteur. إذا إذا كان بيناتهم غير un fil conducteur هذاك راه le même nœud. يعني ممكن هادو نشركوهم في point واحد. La même chose ici. Donc ce point et ce point représentent le même nœud. علاش؟ لأن كيفصل بيناتهم غير un fil conducteur. Une autre définition, on dit qu'un circuit est en dérivation lorsqu'il contient des nœuds. Et d'un circuit en dérivation, le circuit il fait des nœuds. Donc il a un fait des nœuds avec un circuit en série. Quand on fait des nœuds, un circuit en dérivation. D'abord, on a une définition. On appelle branche une portion de circuit entre deux nœuds. Et dans le circuit, qui fait plusieurs branches. شنو هي la branche? هي واحد la portion de circuit entre deux nœuds. Par exemple, هنا في هذا l'exemple, عندي la branche الأولى من A ل B اللي دايزة على le dipôle D1. عندي la deuxième branche اللي غادا من A حتى ل C ودايزة على D2.
La troisième branche, les DSA, elle a D3. La quatrième branche, أي partie ما بين deux nœuds وكاين فيها des dépôles هذيك راه تتسمى une branche. Là, 1, 2, 3, 4, la cinquième branche, la sixième branche, et il y a aussi la huitième branche اللي هي la branche principale اللي فيها الجينيراتور. إذا حتى هذه راه branche هذه من هنا اللي غادا من APNB. La loi des nœuds. Donc la somme des intensités du courant qui arrive à un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui partent ou là les intensités sortant. Donc la somme des intensités entrant égale la somme des intensités sortant. Par exemple ici, dans ce nœud là, donc j'ai I1, I6, I2, I1 plus I2 plus I6 égale I5 plus I4 plus I3. Donc I1 plus I2 plus I6 égale I3 plus I4 plus I5. Exemple, dans ce circuit, l'intensité qui traverse L1 plus l'intensité qui traverse L2, donc les intensités qui arrivent à ce nœud, égale l'intensité qui traverse l'ampèremètre A3. Donc I2 plus I1 égale I3. Un autre exemple, donc في هذا لو نو هذا إلا بغينا نعتبرو هذا نو مفرق على هذا I égale I1 plus I2. I égale I1 plus I2. L'intensité I2 اللي كتوصل عاوتاني حتى هي لهاد لو نو، هاد I2 شنو غتولي I3 plus I4. Donc on peut écrire I égale I1 plus I3 plus I4. I égale I1 plus I3 plus I4. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo dans laquelle on va traiter quelques exercices.